On est déjà rendu au 3e épisode, puis je sais pas combien de fois dans la saison que je vais le dire, mais je suis tellement content de vous retrouver au podcast RPM. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Babu, l'animateur de radio et télévision, mais surtout un vrai passionné automobile. Il a fait de la course, il gère non officiellement des pilotes de course québécois. Bref, il a les deux mains des moteurs et j'ai envie de l'entendre sur l'automobile d'aujourd'hui et l'avenir de l'automobile. Je sais qu'on s'en va avec ça selon lui et l'univers de la course. Donc, je pense que ça va être un podcast qui va être extrêmement agréable. Mais juste avant, je tiens toujours à remercier mes amis d'Automobile en direct pour nous aider à faire ce podcast-là. Et bien, je vous envoie tout de suite écouter le défi que j'ai lancé à Samuel Lessard où on essaie de retrouver une voiture manuelle autour de 25 000 $ et le seul critère, c'est qu'il faut que ça soit amusant à conduire. Écoutez ça. Le défi automobile en direct du jour sera spécialement aligné pour les amateurs de véhicules manuels. Je vous rappelle qu'on va aller fouiner sur le site automobileendirect.com pour essayer de dénicher des véhicules qui pourraient nous plaire selon des défis précis. Ben oui. Et aujourd'hui, je parle de voiture manuelle. Ben, je suis un amateur de conduite. Oui. Je me cherche une voiture agréable à conduire. Oui. J'ai 25 000 $ de budget. Quand même. Quand même, oui. Et je veux un véhicule absolument manuel. C'est comme obligatoire. C'est obligatoire. Je veux surtout sourire. Ah bon? Qu'est-ce que j'achète? Ben, c'est ce qu'on va découvrir. Allons voir sur le site Automobile en direct. OK, donc on veut... écoute, je me mettrai pas de frein tout de suite avec le type de carrosserie, mais je vais y aller immédiatement avec la transmission. Oui. Transmission manuelle. Puis là, on n'a pas de critères de 4 roues motrices, 2 roues motrices. Non, là. mon objectif, c'est d'avoir du plaisir. On y Même va la très large. fiabilité, là, c'est pas si grave. C'est pas un critère. Ben non, j'entretiens bien mes véhicules, je suis prêt à payer pour des réparations. OK. Moi, ce que je veux, c'est du bonheur derrière le volant. OK. C'est juste ça que je veux. Mes deux critères sont mis, 0 à 25 000, transmission manuelle. On décolle. Le premier qui me frappe, c'est un Nissan Qashqai S 2020. Je me rappelais même pas que ça se faisait manuel. Extrêmement fiable, d'ailleurs. Mais Extrêmement! Ah oui, écoute, l'incarnation même de la fiabilité automobile, c'est ça. C'est né avec le logo fiabilité dans la face. On niaise un peu, mais c'est vrai que c'est un produit qui est pas méchant vraiment. en matière de fiabilité. Puis là, toi, tu vas avoir du fun. Écoute, là, je vois une Mazda 3, OK, c'est correct. Hyundai Genesis AirSpec 2016. Ah, quand même. Ça, si on parle d'une voiture sport, écoute, des qualités hivernales pas terribles, parce que c'est propulsion quand même. C'est pas dans mes recherches. OK. Subaru WRX Sportec, ça, j'haïs pas ça. Quand même, à 21 500, 117 000 kilos. 2017, quand même, ouais. 2017. Chevrolet Trax 2019. Ça non plus, je me rappelais pas que ça se faisait manuel. Non plus. Tu vois que ça n'a pas marqué tout le monde. Lancer. Ah! Corolla 2022, une voiture à haillons. Ça a l'air de rien, là, mais c'est une petite voiture qui est bien intéressante à conduire. C'est vrai. Suspension qui est bien calibrée là-dessus. On a du fun. Moteur 2 litres aussi, on n'a pas le 1.8. Ouais, c'est ça, on a un petit peu plus de jus. Un peu plus de rod, comme on dit en bon français. Volkswagen GLI, Jetta GLI, ça marche aussi. Bon, attends un peu. Oh! Mitsubishi Mirage. Ça, on passe tout droit. OK. Volkswagen Golf GTI Autobahn. Jeep Wrangler. Non, merci. Ah, quand même, Nissan 370Z. Ah, ouais, OK. Ouais, là, tu viens de me toucher avec ta Mazda MX-5 50e anniversaire 2018. En plus, c'est la couleur rouge. C'est la couleur rouge qu'on aime de Mazda. OK. Ouais, critère de plaisir, c'est ça. Ça va être la Mazda MX-5. Ah ouais, hein? Parce que, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont bien le fun là-dedans. Là, regarde, on a une Subaru WRX Sport automatique, pas automatique, 4 roues motrices, évidemment. Là, 20 000 $. C'est pas méchant comme voiture non plus, mais une Subaru, une Mazda MX-5 dure à battre en matière de plaisir. Si on est capable de rentrer dedans, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de rentrer. Oui, absolument. Ça prend une petite voiture. Là. Oui. D'ailleurs, j'ai pu en essayer une. Puis pour ceux qui se le demandent, je fais à peu près 6 pieds. Je pèse 200 quelques livres. Là. Je me suis pas être plus précis que ça? Okay. Non, mais est-ce que je t'en montais dans le 200? OK. Puis, honnêtement, là, le niveau espace, c'est bien, mais c'est la tête. Je suis limite vraiment au niveau de la tête dans un MX-5. Ah, baisse-le toi, tu vas être correct. Oui, c'est ça, exact. Mais pour ceux, c'est fun à dire aussi, des fois, pour ceux qui écoutent, qui regarderaient peut-être ce modèle-là. Ça dépend du gabarit, mais effectivement, c'est un charme à conduire. C'est ça le choix à prendre. Très bon choix, j'adore ça. Et si vous voulez entendre d'autres défis comme ça, mais à chaque début de podcast, on fait des défis automobiles en direct. Donc, on poursuit ça bientôt. Bonne écoute. Et on décolle ça. Bonjour. Bonjour. Écoute, je vais dire ton nom complet. Danny Sébastien Bernier. C'est mon vrai nom. Danny Trédunion Sébastien. C'est rare, mais c'est ça. C'est ça, pareil. A.K.A. Babu. A.K.A. Babu, On pense qu'on va t'appeler Babu pour le restant de... Tant que ma mère m'appelle pas Babu, moi, j'ai pas de problème avec ça. T'aimes ça de faire appeler Babu? Ça me dérange pas, tu sais. Pourquoi Babu? On sait-tu un peu? Écoute, ça date de 98 dans ce coin-là. Je venais juste d'arriver à Radio au Québec. Puis je travaillais à Radio X à l'époque.
Puis on sommes allés dans un party, puis il y a une fille qui m'avait appelé de même, puis finalement, on s'est rendu compte, 1 an plus tard, que c'était son surnom à elle. Tu sais, j'ai le nom d'une fille. C'était un peu bizarre, puis la première fois que j'ai fait un reportage à Choix, j'avais dit Danny Bernier pour Choix Radio X, puis à l'époque, le boss, c'était Jeff. Fait que là, Jeff, non, Babu, c'est Babu, Danny Bernier, il est mort. Fait que ça a été ça un bout, qu'il y a eu un bon bout, ou que c'était juste Babu, là, tu sais. Tu l'as gardé à Musique Plus aussi, ça a été... Ouais, c'était pas mal. Aujourd'hui, le monde t'appelle encore Babu. Ouais, ça dépend. Ceux qui me suivent puis qui ont l'impression, genre, de me connaître plus, ils vont m'appeler Danny. OK. Mais ça me fait tout un plaisir de me faire appeler Danny aussi. Tu sais, c'est mon nom. Ben, je peux t'appeler Danny aussi, là. Il y a pas trop. Écoute, on mettra les deux tout au long. C'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave. Blague à part, c'est vraiment un plaisir de te recevoir parce que, tu sais, je sais que tu as fait quelques podcasts. On te voit un peu plus dans les médias de Stacy, puis c'est une bonne chose, tu sais. Je suis contente de te revoir avec nous dans les médias, c'est le fun. Je sais que tu es à la radio aussi, tu animes à la radio à Québec. À Radio Énergie. Puis, tu sais, t'es présent actuellement, mais on prend jamais le temps, je pense, avec toi, de parler en profondeur de l'automobile. Parce que t'es quand même un passionné d'automobile pour de vrai. Puis, j'ai envie de te lancer un peu là-dessus en savant comment ça a commencé ton amour avec les machines. Écoute, moi, je viens d'un village de 400 de population, Saint-Nazaire dans Bellechasse. Fait que mon grand-père avait le garage du village, puis mon oncle l'a pris par la suite. Donc, j'ai grandi là-dedans. C'était moi le petit pompiste de 6 ans qui mettait du gaz dans un char. Pour vrai? C'était ça, tu sais. Ben cool. Puis de bonne heure, ben mes autres oncles faisaient de la démolition. C'est ça qui était à la mode dans les années 80. Fait qu'on allait là, on courait ça. Non, c'était plus Saint-Anselme, Saint-Lazare, Saint-Malachie. OK. Mon oncle Rock qui est décédé maintenant, fait que j'étais son voisin. Fait que c'est comme ça que commençait à pigrasser un peu, comme il disait chez nous, là-dedans. Puis, ben, par la suite, on a tout le temps battu des voitures, là, on a tout le temps donné des bonnes volées à ça. Dans Bellechasse, je te dirais que ça se passait pas mal que le break à bras dans le cours d'école l'hiver quand on avait la chance. Fait que c'était pour apprendre à conduire, là. Oui, exactement. Exactement. Mais rapidement, je te dirais que rapidement, je me suis rendu compte que j'étais capable de chauffer un char quand même pas pire. Oui. Puis, de fil en aiguille, ben, ça a été plus la moto, je te dirais, moi, là, que j'ai eu un buzz, là. T'as-tu voulu différencier un peu de ta famille qui était dans les autos? Tu t'es dit, je vais chercher de la moto? Non, j'ai tout le temps aimé les motos sport. Fait que dès j'ai plus 16 ans, je me suis acheté une moto sport, puis ça a été, mais... Tu vas être responsable avec ça, j'imagine. Ben oui. Non, honnêtement, ça n'a aucun problème. Hey, j'avais envie de te dire que j'avais des gros préjugés. Non, honnêtement... J'aimais mieux en moto rouler seul parce que j'avais moins tendance à être fou, tu sais. OK. Puis je faisais mes affaires tout seul. Puis mais non, tu bien relax. Pas avec d'autres motocyclistes, là. Ouais, non, exact. C'est toi tout seul sur ton bicycle. Puis ça allait, non, moi tout seul. Okay. J'aimais ça. Moi, en moto, à part ma blonde, je fais pas de moto avec d'autres personnes. Puis j'ai tout le temps... Ben, mon père était policier, fait que j'ai tout le temps eu comme... Sans dire que j'étais préventif, j'ai tout le temps su c'était quoi le danger, tu sais. Il était à prévention. Fait que j'étais au courant de ça. Puis je pense que j'étais assez mature pour avoir une moto de même si j'avais 16 ans. Je te dis pas que j'ai pas fait d'infraction, que c'est jamais arrivé. Mais je pense que j'avais une bonne tête. Puis par la suite, ben, est arrivé Musique Plus, est arrivé les médias. Puis il y a eu des opportunités qui se sont ouvertes. Parce que l'image aussi que, tu sais, on se connaît pas personnellement, mais moi, l'image que j'ai publique de Babu, c'est notre jackass québécois. Ben ouais, c'est clair, c'était ça mon rôle. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que quand tu me dis à 16 ans, j'avais une motosport, puis tu m'annonces que ton père était policier en prévention, on dirait qu'il y a plein de trucs qui font plus de sens dans ma tête. Ouais, c'était un peu bizarre, là, t'es comme ouh. Ben oui, c'est ça. Pour vrai. Mon père était aux relations communautaires à SQ sur Pierre-Bertrand, juste à côté. Fait que ça fait partie aussi. Le premier char que j'ai chauffé dans ma vie, c'est une voiture de police. Pour vrai? J'avais à peu près 6 ans. Un Crown? Non, je pense que c'était un Caprice. Il était vert, kaki, avec les portes jaunes. Là. Ah oui? Ouais. Nice. J'avais 6-7 ans dans la rang 6 à Saint-Nazaire. Je m'en souviens encore. À chaque fois que je passe là, je m'en souviens. Même si j'étais jeune, j'ai des souvenirs de ça. Ça m'a marqué. Mais tu sais, comme je te dis, après ça, ben il y a eu Musique Plus qui est arrivé. On a fait Babu à bord qui était... le but, c'était de faire le tour des festivals du Québec, mais nous autres, on choisissait tout le temps les festivals où il y avait des courses de chars, où il y avait des derbies de démolition. Mais on s'est rendu compte vite, comme j'aime si bien le dire, qu'un gars chaud, c'est un gars chaud. Fait qu'on a fait le tour vite de ces événements-là. Fait que par la suite, on a greffé avec Hankook à l'époque, puis GT Racing, il m'avait approché pour courir en CCCP. C'était ça, en tout cas, la grosse compétition québécoise. Comment ça s'appelait? En tout cas, dans le temps, c'était ça, c'était au Stade olympique qui gérait tout ça. FSAQ, voilà. FSAQ, OK. Et puis là, j'ai commencé là avec l'équipe de Jacques Gravel, puis de Bobby Hamel, puis là, on a fait le championnat.
Puis j'avais fini à comme 1 point du championnat des recrues, puis j'avais manqué une course l'année que j'ai eu mon accident de moto. Ouais, ok, ouais, parce que c'est ça. Tu veux un peu? T'as eu un accident de moto au début. 2005. 2005, on est là. Okay. Fait que là, ben ça a fait en sorte que par la suite, j'ai fait 3 ans avec GT Racing. Puis là, ben écoute, j'ai roulé au Stade olympique en autocross. J'ai roulé au Grand Prix de Trois-Rivières en rallycross. J'ai fait de la drift. Écoute, depuis 2005, j'ai commencé à drift. Puis écoute, c'était populaire, mais c'est pas comme si aujourd'hui. On était comme les premiers à en faire. Là, dans le temps de Marco Santos, puis de Ag Canadian, puis ces gars-là. Tu sais. Fait qu'on a développé là-dessus. Puis je te dirais que tout mon monde, oui, autant à radio qu'à la télévision, oui, tout était autour de ça, tu sais. Fait que t'as quand même toujours gravité. Tout le temps, il y a tout le temps eu des voitures. Si... Ouais, ça a fait en sorte d'être qui je suis, l'automobile, tu sais. Ouais. Il y a eu Michel Barrette au Québec qui était vraiment le gars de char. Ouais. Puis après ça, ben, il y a eu moi, je pense, qui est arrivé où, avec mon univers un peu plus jackass, puis avec les Drift Mania qu'on avait eu du côté de TVA Sport dans les débuts, avec le DMCC. Je pense que j'ai pas manqué un DMCC, moi, de 2005 à 2017. Là, je suis probablement celui qui a fait le plus de compétitions de drift au Canada. Puis c'est vraiment en 2005 que tu as commencé ça, la drift? Ouais, 2005-6, là, tu me disais que la drift, c'était quelque chose au début. Puis, tu sais, parlons-en là, de la compétition de glisse automobile, là, si je prends les termes francisés. Mais c'est de la drift. Là, on appelle ça de la drift. Tu disais au début, en 2005, que c'était pas nécessairement populaire. Puis, je suis curieux de t'entendre sur le développement de ce sport-là, parce qu'on n'entend vraiment pas tant parler dans les médias de masse. C'est pas quelque chose qu'on trouve. Et pourtant, il y a 4-5 000 personnes dans les estrades à Montmagny à chaque fois qu'on va là. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est fou dans tout ça. Ça prend la capacité de Montmagny, dans le fond, tout le monde est là. C'est plein. Ben, la drift, tout le monde connaît le sport. Le plus gros championnat, c'est aux États-Unis qui se passe. Expliquons-le un peu quand même. Là, le but, la drift, c'est pas un sport où le premier gagne. C'est comme du patin artistique. C'est de même que j'aime le voir. Puis c'est comme ça que je me suis fait expliquer parce que pour vous dire à quel point que c'est similaire, j'avais été voir, moi, un docteur, genre, pour me faire un peu une thèse de comment que je pouvais dealer un peu plus avec mon stress. Un psychologue sportif. Okay. Puis lui, il m'a vraiment sorti un cartable quand j'ai expliqué c'était quoi le sport de patinage artistique. Okay. Mais il dit, change l'aréna pour la piste de course, puis ça va être similaire, parce que c'est un sport qui est jugé. Oui. Puis c'est un sport où tu te dois de performer, mais tu te dois d'être constant dans tes mouvements. Parce que plus que tu en fais, ben plus que tu te rends loin, plus que tu te rends loin, plus que tu as de chances de gagner. Pour faire une histoire courte, la drift, c'est que le matin, on a des pratiques, on a une espèce de layout en anglais qui est fait, qui est dessiné par les juges qui sont là, qui sont 3 dans ils font un tracé. Eux autres font un tracé avec des endroits où tu dois aller porter le derrière de ta voiture ou le devant. Oui. Fait que là, on se pratique à faire ça. Exactement. On est de côté. Il y a de l'initiation. C'est ça. On y va à fond de 3e vitesse, puis on rentre dans le virage, puis là, on met le break à bras, puis là, on part. Puis là, on y va tout le long. Habituellement, 2 pneus, c'est 2 runs. 2 pneus, c'est 1 minute. 2 pneus, mais pas pneus arrière. Arrière, ouais, parce qu'en avant, ils sont corrects, là, quand même. C'est rare que t'es chances. Ah ouais, c'est rare. C'est ça pour dire qu'on se pratique avec ce layout-là. Après ça, ben, on a 2 runs de qualif. Okay. Où on se doit d'avoir le maximum de points sur 100. Pour rentrer après ça dans la compétition. Après ça, exactement, rentrer dans le top 16, où le premier affronte le 16, le 2, le 15, le 3 et le... OK. Après ça, c'est un peu... Après ça, il y a... comme un match à mort, un peu, là. C'est comme, t'élimines jusqu'à temps qu'à la fin, il reste 2. Ben là, après ça, t'as tes runs du top 16, qu'on appelle, où le premier affronte le 16. Puis là, ben, celui qui est en avant, lui, se doit de refaire exactement la même chose qu'en qualification. La même run. Le plus parfaitement possible. Et la personne qui est en arrière, le pilote qui est en arrière, lui, se doit d'être le plus proche possible du véhicule. Puis de le mimique, le limiter. Là. Faire la même chose avec des belles transitions, puis arriver. Puis là, les juges décident en haut qui a fait la meilleure run des deux. Après ça, on change de bord. Il y en a qui va en avant. L'autre va en avant, l'autre doit le suivre. Puis là, ben, il y a un gagnant. Il y a un big winner comme dans le temps. Oui, exact. Puis là, ben, et ainsi de suite jusqu'en finale pour avoir un top 3. T'sais. OK. Fait c'est quand même plus complexe. Ça doit être assez long comme compétition. Puis ça doit coûter cher de journées. Ben, ceux là, qui se rendent au bout, là, une journée, ça peut être un 20-24 nœuds. Là. Hey my God! T'sais, à l'époque, c'est bizarre à dire parce qu'à l'époque, on était tous commandités par des pneus. Oh, ouais. Ben ouais, puis tout le temps, je te dis, dans le temps, les compagnies de pneus étaient toutes là. Il y avait toutes 2 chars. Avec le temps, c'est bizarre parce que les budgets se sont perdus.
Oui, mais c'est spécial. C'est spécial. Puis vois-tu, je trouve ça intéressant que tu m'en parles parce que, tu sais, là, je suis comme 24 pneus, mais non, c'est l'argent, c'est beaucoup de sous là, pour un courseur d'avoir ça. Puis là, tu sais, toute la complexité aussi de la compétition, de comprendre un peu la place que tu peux prendre là-dedans. Juste la complexité. De faire la manœuvre. Oui, mais juste la complexité d'amener qu'à 24 nœuds aux courses, là. Ben oui. J'ai juste pensé à ça, là, tu sais. Amène 24 nœuds, là, t'as besoin d'un bon trailer, de Dieu sait que c'est pas de la drift en mini-fourgonnette non plus, là. C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage, c'est ça. Fait que tu t'embarques ça dans un trailer, j'imagine. T'embarques ça dans un trailer, puis non, il y a des fois où, je te dirais, le devant du camion, il y avait le goût de lever parce que le trailer était pesant en arrière. Il y a du stock, là, ben oui. Ah ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est jugé, c'est stressant. Oui. C'est un beau sport, puis c'est du théâtre, là, tu sais, les gens qui viennent voir ça, ils trippent, là. Puis moi, j'aime beaucoup regarder aussi les résumés qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, tu sais, quand tu vois ça, c'est écœurant, là, tu vois la maîtrise de conduite aussi, puis, tu sais, ce que j'aime, c'est beaucoup la mimique, là, quand on est capable de faire exactement la même manœuvre, puis tu vois les véhicules danser ensemble. Puis, tu sais, le sport évolue tellement rapidement, tu sais, même ici au Québec, là, je te dirais, là, ceux qui roulent, là, top 8, là, mettons, là, même top 16, c'est des voitures qui valent entre 85 et 150 000 $. Ah ouais, hein? Tu sais, c'est pas... tu sais, les gens ont tendance à penser « Oh, vous brûlez des vieux pneus, puis c'est des gainés. » Non, c'est des chars à 1000 forces. C'est des chars de course pour vrai. C'est des chars de course. Oui, c'est ça. Comme là, écoute, j'ai plein de sujets quand je veux qu'on approfondisse là-dessus. Là. Mais là, on en prend peut-être trop. Là. Non, c'est parfait. J'adore ça. C'est excellent parce qu'on parle de drift, puis je sais que t'en fais encore beaucoup. T'es encore super impliqué aussi dans le domaine. Un peu moins, mais on y retourne. Ben là, tu sais, j'entendais dire là, que, tu sais, Babu, ça reste un chauffeur de drift, tu sais. Ouais. Puis de plein de choses, là, mais aussi de la drift. Puis tu me parlais des commanditaires qui quittaient un peu parce que ça m'a comme allumé de me dire, tu sais, l'automobile aujourd'hui n'est pas non plus, surtout pas le domaine de la course. On voit les pistes qui ferment une par une, les gouvernements qui mettent de la pression, c'est les bruits autour des pistes. Ben même les constructeurs, même les constructeurs de pneus aujourd'hui osent pas tant, pas toutes, là, mais osent moins nous donner des pneus parce qu'ils savent qu'on les brûle puis que ça fait de la boucane puis que ci puis que ça, là, tu sais, c'est woke un peu là, comme façon de penser, mais encore là, je peux comprendre, tu sais. Ouais, t'as des compagnies qui vont choisir des événements de golf plutôt que d'être partenaire à une compagnie qui vont vraiment montrer leurs produits. Oui. C'est particulier, là. Avec l'enthousiasme qui diminue un peu autour des partenaires, des choses comme ça, comment on fait pour être capable de se rendre dans... Ben, je te dirais que l'arrivée des nouveaux médias, la course automobile a juste changé. Ouais. Je te dirais au niveau de promouvoir un athlète. Tu peux plus juste vendre des commanditaires sur un char, là. Faut que ça vienne avec du gravy autour, faut que ça vienne avec des médias sociaux, faut que ça vienne avec du Twitter, faut que ça vienne avec du Instagram, puis tout, là. Oui. Tu comprends? Fait que ceux qui t'offrent, c'est ceux qui sont les plus actifs là-dedans. C'est spécial, là. C'est dur, là. Ta carrière média sociale... C'est clair que ça aide. Devient le sponsor de ton char. C'est sûr. Au bout de ça vient avec. La plupart des gros pilotes, tu le vois aujourd'hui, là. Ah oui. La plupart des gros athlètes ont tous des followers en fou. Ça prend ça à cette heure pour réussir à fonctionner. Fait quelqu'un qui se dit, OK, moi, j'ai envie de me lancer dans l'aventure, faut que tu développes ta carrière de personnalité publique quand même. Ou que tu aies vraiment beaucoup d'argent. Oui. Ça aide, dans le fond? Ben, si t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux. OK, tu peux rentrer quand tu veux. Il y a pas de... Ben, c'est même dans n'importe quelle compétition sportive de course, là. Oui, je sais bien, mais je me disais, des fois, dans une compétition... Il y a beaucoup de pilotes dans bien des séries qui sont pas bons, mais ils ont de l'argent, là. Puis ça fait en sorte qu'ils peuvent courir. Ben oui, mais ça fait partie de la game. T'aimes ça, moi, ça, toi? Ben, ça me dérange pas. Moi, s'ils sont bons. Ils vont juste devenir meilleurs. J'aime ça, t'as un message pas positif. Moi, je suis jamais négatif dans des histoires de genre. Non, mais j'adore ça. Pourquoi? Parce que probablement que j'ai pas tout été fin comme je suis aujourd'hui. Puis deuxièmement, parce que moi, je l'ai vécu, ça. De me faire critiquer parce que je faisais de la télé. Lui, il fait de la drift, lui, il fait de la course. Mais oui, mais je suis quand même pas pire. Je suis capable de construire un char. J'ai de la passion. J'aime ça. J'ai le droit, là, tu sais. Ben oui, t'as le droit de le faire à 100%. Fait que c'est pour ça que... Écoute, les gens ont fait du cash dans la vie puis qu'ils en ont puis qu'ils veulent. Écoute, même Raël, a couru en course automobile. Oui. Elle, à Trois-Rivières. Pour vrai? Ben oui. Tu vas voir des images. Une Lambo, je pense. Raël. Ah oui, j'essaie pas de l'inviter maintenant puis il voudra pas. J'ai essayé. Je me dirais pas. Est-ce que tu crois que l'univers de la drift et de la course automobile, on va élargir ça un peu plus, là, mais... Ah, tu peux, là. Crois-tu que l'univers de la course automobile va continuer à vivre avec la transition énergétique qu'on vit actuellement? Oui. Comment ça va se faire? Ça va juste continuer. Je vois pas...
Je vois pas de différence. Moi le débat électricité, gaz, il me touche pas, mais pas en tout. Là, je te dirais même que je trouve ça... Ferais-tu un char de drift ou un char de rallycross électrique? Rien à foutre. Ah ouais? Même que là, le Trois-Rivières, l'hiver, c'est ça, là, ça va être gaz contre batterie. Là. Si tu as le goût de prendre une voiture électrique, tu vas pouvoir. Si tu veux faire une voiture à carburant, tu vas pouvoir. T'sais. C'est hot, là, je trouve, qu'il donne la possibilité. Ouais. Puis, je suis déjà sur le téléphone pour rouler cet hiver, là, je te jure, parce que j'ai trop aimé le rallycross. Là. Mais pour revenir à ce que tu poses comme question, moi, j'ai autant de difficultés que les gens qui chiolent sur l'électricité, sur les voitures électriques. Moi, quelqu'un qui me met une photo d'un Cybertruck qui vire de saut dans une côte ou ben donc qui me met une photo d'un Tesla qui brûle. Il y a une chance sur 2, man, que je sois plus ami avec toi sur Facebook. Pas parce que ton message est pas correct, parce que ça me donne quoi dans la vie, moi, que tu méprises l'électricité. C'est qui, toi, pour mépriser que quelqu'un triple là-dessus, tu sais? Ça change quoi dans ta vie, toi, que quelqu'un triple sur son char électrique? Ah ouais. Puis toi, tu tripes sur ce que t'as envie de triper. C'est tout. C'est de même que je vois ça. C'est comme... Puis tu remarqueras aussi que les gens qui... ceux qui ont de la difficulté avec les voitures électriques sont souvent ceux qui ont de la difficulté avec les gens qui font du vélo. Pas mal les mêmes. Ça ressemble... pas mal le même profil. J'ai pas d'études là-dessus, mais on dirait que ça fait du sens quand même. Je trouve ça juste comme... Ça sert à quoi de chialer, tu sais, t'as droit, là. T'as déjà chauffé un char électrique? Ouais, man, pis ça a du torque, là. Ouais, mais c'est parce qu'en drift, je sais que le torque, c'est quelque chose d'important aussi, quand même. Ben, en drift, c'est plus compliqué parce que nous autres, ça nous prend vraiment un embrayage, ça nous prend vraiment un point au neutre pour donner un coup, tu sais. Ouais. Parce que quand tu pars en drift, plus technique, ben, c'est soit break à bras ou ce que, là, derrière part puis tu y en donnes, ou que tu y vas avec ta clutch en tant que tel, avec ton embrayage. Fait que, tu sais, la révolution fait en sorte que là, le char, il part, là. Fait que c'est pour ça que la voiture électrique est un petit peu plus compliquée parce qu'on ne l'a pas. Encore là, juste que Ken Block l'a prouvé dans le passé que ça se fait très bien. Ça se fait très bien, oui, puis qu'on peut se rendre là, effectivement. Fait que la course automobile va vivre encore. On voit pas nécessairement d'arrêt au niveau. Moi, je suis 100% d'accord avec toi aussi là-dessus. Là. Des fois, je suis content d'en parler avec quelqu'un qui baigne là-dedans aussi, parce que c'est quand même important d'avoir un peu le pouls du marché puis de voir comment la réponse est à l'interne. Mais tu vois-tu passer, parce que, tu sais, nous autres, chez RPM, on parle d'automobile beaucoup consommateurs. On essaie d'aider les gens à prendre des bonnes décisions. Puis, tu sais, la guerre électrique-essence, c'est puissant, là. C'est fort. C'est ce que je te dis, c'est fou. Dans l'univers de la course, tu le sens-tu un peu aussi, ça? Ou y a-tu du monde qui sont vraiment réfractaires? Pas tellement, parce que peut-être que, vu que moi, où je suis, autant personnellement que autour de moi, dans le NASCAR, ben tout se fait encore à l'essence, là, en tant que tel. Puis je sais qu'en plus, il y a des essences qui sont un petit peu mieux. Là. Dominique Fugère, entre autres, là, qui prêche pour ça pas mal au Grand Prix de Trois-Rivières, puis c'est parfait. Si on peut aider. Mais non, honnêtement, moi, je sens pas ça. Peut-être que parce que je veux pas le sentir trop non plus, parce que comme je t'ai dit, je trouve ça ridicule de voir qu'il y a comme une compétition comme les Canadiens contre les Nordiques. C'était puissant. Là. On dirait que c'est aussi puissant, cette guerre-là, c'est ainsi. Je vois pas où que ça mène, tout ça. Je sais pas. Je trouve ça particulier. Moi, je suis un peu libertin dans la vie. Là. Ouais. Fait que c'est ça là, que ça fait. Moi, si j'ai le goût d'avoir encore un Camaro 69 en 2057, j'espère pouvoir l'avoir encore. Tu comprends? J'espère qu'ils m'enlèveront juste pas le droit de conduire ça. Clairement. Le il faut trouver l'équilibre là-dedans. Mais t'es pas fermé à te dire que quelqu'un qui tripe, il y a le gros bonheur. Ben, il y a le gros bonheur certain. Puis si jamais, moi, j'ai l'opportunité d'avoir une voiture électrique chez nous, je n'aurais pas de problème avec ça. Ouais, c'est cool d'entendre ça parce que, tu sais, des fois, la perception, puis comme je te dis, c'est tellement fort actuellement, cette espèce de nivelage-là qui se crée entre les. Puis je pense que des fois, les gens ont peur au changement aussi. Là. Il y a ça également. Là, veux pas, mais ça ce discours-là, je l'ai dans tout. Ouais, c'est ça. C'est pas juste dans le char électrique puis le char à gaz. Moi, je suis de même dans la vie. C'est comme, moi, tant que ça me dérange pas, là, tant que ça fait pas en sorte que moi, je subis, la vie peut poursuivre. Amusez-vous. C'est-tu une clé pour que la course automobile continue à se développer au Québec, tu penses aussi? Moi, je me disais, mais donc, on devient des innovateurs là-dedans. Là, on prend une place importante dans la course électrique. Là. Je sais pas quel genre de course, là, on verra comment on peut le développer. Là. Ben, honnêtement, en rallycross électrique, c'est le fun en regardant maudit. Là. Moi, dites-vous qu'une compétition, mettons une compétition de voitures électriques. Comme toi, on organise une compétition aujourd'hui, toi puis moi, de voitures électriques
dans la cour du manoir Richelieu. Ça serait pas pire. Ça serait beau, Une petite compétition. Ben oui. Parce que j'ai déjà jasé avec eux autres pour ça. Mais je donne un exemple. Mettons que nous autres, l'après-midi, on les salue. On décide qu'on fait une compétition de voiture électrique dans la cour là-bas. Ben, ça va amener des sous-cartes de compétition de side-by-side, puis ça va amener des sous-cartes de compétition de voiture à gaz aussi. Là, c'est de même que ça fonctionne. Là, ben, c'est une porte d'entrée. Amène l'autre. Ouais, un char, c'est un char. Qu'il soit à l'électricité, au propane ou qui roule au gaz au 110. Tant que ça reste une machine, dans le fond. Tant qu'il me laisse le droit de rouler ce que je veux quand je veux, moi, j'ai aucun problème. Puis que je sois pas taxé autant que sur ma moto sport, mettons. Ouais, c'est ça. T'as-tu encore des motos? Ben oui. Puis comment tu trouves ça, la taxation sur tes motos? Ben, faut le voir, encore une fois, il y a une façon de voir ça positivement. Okay. Pourquoi qu'on paye cher au Québec? Pourquoi qu'on paye cher au Québec, les plaques de moto? C'est que les assurances, ils sont plus sur le permis avec le provincial. C'est là qu'on paye. Tu vas aller plaquer une motosport, mettons comme moi, j'ai un vieux CBR 929 2001, ça me coûte genre 1700$ par année. Là. Tu comprends? Mais ça doit me coûter 12$ d'assurance vu que je chasse ce bicycle-là il y a 25 ans. Là, tu comprends? OK, je comprends. Mais malgré que c'est quand même si je m'en vais, oui, mais si je m'en vais en Ontario, la plaque va peut-être me coûter 600, mais là, ça va me coûter 1200$ d'assurance. Tu comprends? Le gouvernement couvre plus. Okay. Ici au Québec, mais ça, les gens ne diront pas. Là, ça coûte 1700$. Ben oui. Mais t'as une machine qui est plus à risque aussi. Ça, c'est à discuter. Ben vas-y, discute, parce que, tu sais, c'est ça. On a fait l'année passée, on a fait un voir exactement pourquoi ça nous coûtait cher, puis c'est ça qu'on se disait. On se disait comme, ben, ça doit coûter plus cher parce qu'il y a plus d'accidents de motosport, mais tu remarqueras. Puis je veux pas faire de mauvaise publicité. Mais il y a autant d'accidents de Spider que d'accidents de motosport. Puis je pense que le modèle de moto où il y a le plus d'accidents, c'est le FLH de Harley-Davidson. Mais ils en vendent beaucoup plus aussi. Ils ont 78 ans, puis ils décident que là, ben, ils veulent faire de la moto, puis ils en ont jamais fait. Puis là, ils arrivent, c'est ce qui arrive. Mais au moins, ils ont du fun. Mais ils en vendent beaucoup plus aussi. C'est peut-être ça le ratio, par contre. Parce que, tu sais, il faut se dire... Il n'y a plus de motosport. Non, il n'y en a plus. Honnêtement, toi puis moi, on n'en voit pas ces routes-là. Tu sais, à cette heure, les motos... Ben, on voulait écœurer le monde. Ben, ça a quand même marché à quelque part. Clairement, là, il y a quelque chose qui a marché là-dedans. Rapport qualité-prix, là, conseil que je vous donne, là, vous autres, là, motosport, là, des années, mettons, début 2000 à 2005, là, rapport qualité-prix, là, il n'y a rien qui accote ça, là. Pourquoi? Tu trouveras jamais un véhicule qui peut rouler à 304 km/h qui va bien, en ordre, à 4000$, mettons. Ouais. Puis c'est la réalité, là. C'est ça que tu as là-dedans, là. C'est fou. Puis dans le fond, pense-y comme parce qu'ils sont bien construits. Parce qu'ils sont bien construits, parce que c'est des bombes, là. C'est des machines, là. C'est fou raide, ces motos-là. Là. Le 304, ton père. J'en ai essayé des histoires dans ma vie, là. Puis des motos sport, là. Quand même que tu payes ça le prix, comme je te dis, là, des 3-4 000$, là, ça marche encore. Là. Ça va encore super bien. Là. Ça décolle en fond. Là. Ben oui, c'est ça. Mais là, on se rappelle qu'on peut pas rouler 304 km/h sur les routes. Là. Je viens de le dire parce que c'est rapide. Mais là, tu le sens. Tu le sens avancer quand même. Il y a du plaisir avec ça. Si tu avais à choisir, mettons, une catégorie de véhicules que tu garderais là, pour toujours. Mettons, je te dis, là, il faut que tu choisisses, Danny, la dernière catégorie de véhicules que tu peux garder. Tu peux plus avoir d'autre chose que cette catégorie de véhicules-là. Ben, je te dirais un pick-up. Moi, je roule des pick-up. Mais depuis tantôt, je comprends plus où est-ce qu'on est. Parce que là, tu me parles de motosport, tu me parles de drift. Je roule des pick-up depuis tout le temps. Là, tu me parles de pick-up. Non, mais c'est pratique. Là, quand tu as 24 pneus à amener aux courses, ça te fait un pick-up. Ah oui. Avec le train de vie que j'ai, je te dirais qu'une chance, j'ai mon pick-up. Tu roules-tu des un pick-up, oui. Tu roules-tu des pick-up récents quand même? Ouais, là, j'ai un gros Chevrolet. Oui. Oui? Tout le temps, pas mal des bonnes machines. T'aimes ça avoir des camions de l'année? Ouais, j'aime ça, parce que j'ai essayé. Ben oui, puis j'ai essayé bien les modèles. Puis je te dirais que chacun a leur force, chacun a leur faiblesse. Il y en a que tu peux vraiment tirer beaucoup. Il y en a d'autres que tu t'essayeras même pas après 2 shots. Là. Ah ouais, hein? Mais c'est toutes des bonnes machines. Là. Il y en a juste pas qui ont toutes, j'ai l'impression, qui ont tout ce qu'on voudrait. Puis pour quelqu'un qui s'achète un pick-up qui pense économiser de l'argent en achetant le petit moteur, au niveau consommation, honnêtement, moi, c'est ce que je dirais aux gens. Va chercher le gros tout de suite parce que
Le moteur vire moins vite, puis ça coûte pas plus cher d'essence. Puis moi, t'as dit que c'est bien plus le fun quand ça a plus un peu de sus. Ouais, c'est ça, plus de... OK, je t'amène, là, parce que là, tu vas ouvrir une porte intéressante, parce que, tu sais, je pensais que t'allais me répondre comme, non, je vais garder les motosports ou je vais garder les voitures de course. Mais là, tu me parles de pick-up. Et là, on a fait une petite préambule aussi sur l'électrique. Ben, je pense que c'est pratique. Si je te parle de pick-up électrique, tu ferais-tu le saut? Je l'essayerais, j'ai jamais essayé. Tu l'essayes? Non, bah oui, je trouve ça cool. Un Cybertruck, je trouve ça hot. C'est plate, mais aux États-Unis, il y en a partout. Ouais, ici, ouais, c'est cher quand même aussi. Ouais, c'est très cher. C'est plus cher. Oui, c'est ça. Il y a l'argent à mettre là-dedans. Là. Mais oui, j'aurais pas de problème avec ça. T'irais aux courses avec ça, tu pluggerais là-bas. Oui, pas de problème. Pas de problème avec ça. J'aime ça. Mais j'aurais peut-être, tu sais, à 16 ans, je t'aurais dit une moto. Ben c'est ça, on dirait que je comprends pas la réponse. À 25 ans, je t'aurais dit mon char de drift, c'est sûr. Mais tu sais, je suis rentré à 45. Ma vie a changé pas mal. Mon club de hockey me demande beaucoup ma radio, mes affaires. J'ai besoin de mon pick-up. Non, c'est sûr, je garde le pick-up. Tu gardes le pick-up pour toujours. Si t'avais à choisir là, un truck neuf de l'année, tu décides que tu veux, ça serait un Cybertruck que tu prends ou non. Mettons, tu prends là, ton pick-up, là, t'as le choix de l'acheter, tu prends n'importe lequel. Je pense que j'irais dans le Dodge. Je pense que j'irais dans le Ram. Un gros, là, un bon, là. Un gros. Là. Un gros, là, ouais. Un 3500? Un gros. Ah ouais, un gros. Là, un gros diesel, là. OK, c'est bon, OK, c'est ça. T'es dans le cas de Cummins, là. Ben oui. Ah ouais, hein. OK, fait que là, dans ça va bien. La transition énergétique est pas tout de suite, là. Ben, pas tout de suite. Après, c'est pas. Après, c'est pas ça. Non, ça, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, on parle de transition énergétique, ça me fait penser à l'environnement. Tantôt, on a glissé un mot rapidement par rapport à la course. Puis, cette perception-là, je la trouve super forte aussi. Puis, je veux t'entendre au niveau de la pollution dans la course automobile. Il y a tellement d'efforts qui sont apportés. Mais parle-en parce que, tu sais, on le sait, actuellement, le marché font des efforts aussi pour faire une transition qui va avoir un meilleur impact sur l'environnement. Puis, tu crois-tu que toi, avec la course actuellement, c'est trop polluant? Je pense pas. Qu'est-ce qu'ils font comme effort? Je pense pas. Ben, qu'est-ce qu'ils font comme effort? Si on donne l'exemple du Grand Prix de Trois-Rivières qui est le GP Trois-Verts, tout ce qui est carboneux, tout ce qui est... Ils replantent des arbres en plus de tout ça, puis ils en plantent beaucoup. Puis on ramasse tout à mesure, puis tout se fait dans l'ordre, mon gars. C'est un événement où, mettons, on pourrait passer un 25-30 000 bouteilles d'eau. Ben les bouteilles d'eau, à cette heure, on se casse la vie à ce qu'ils soient en aluminium. On fait notre part de même. Oui, OK, il y a des chars. Puis oui, OK, ça. Il y a des gens qui ont des RAM 3500. Exactement. Mettons, oui. Mais je pense que tout est fait en fonction qu'au moins on essaie d'égaliser le fait que ça existe puis qu'on fasse notre part avec d'autres choses. On pourrait en faire plus? Il y a tout le temps la place à en faire plus. Oui, c'est ça. C'est même dans la vie en général. Parce que, tu sais, cette perception-là de la course, je veux pas, ça colle là, aussi. Puis, tu sais, quand on parlait de drift tantôt, 24 pneus pour une compétition, là, tu dis ça n'a pas d'allure, là, au bout de la ligne. Là, mais on dirait qu'on les entend, ces mesures-là. Mais j'ai hâte que maintenant, au Québec, on vive un événement automobile où est-ce qu'on va réussir à amener, tu sais, une manière de le véhiculer largement. J'imagine que le Grand Prix fait toujours un retour sur ce qu'ils ont fait au niveau des efforts environnementaux, les compagnies, puis je suis sûr que ça existe, l'espèce de bulletin là, de qu'est-ce qu'on a fait, mais on dirait que la perception de la course, elle reste négative. Au niveau de la pollution aussi, le bruit, c'est quelque chose aussi qui reste super négatif. Mais écoute, ça, c'est particulier. Il y a bien des pistes de course qui ont fermé. On parle de Saint-Eustache. Les gens qui ont fait en sorte que Saint-Eustache ferme, c'est des gens qui se sont installés sachant très bien qu'il y avait une piste de course dans le voisinage. C'est ça qui est désolant. T'sais, on a sauvé Sainte-Croix. Moi, j'ai travaillé fort pour aider à sauver le Riverside Speedway avec la municipalité. Tu n'as même pas aidé dans ce dossier-là. Ah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait peut-être une vingtaine de citoyens qui se plaignaient que justement, ben, la drift, ça fait du bruit. C'est une belle piste de course, d'ailleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Beau, vraiment. Fait que c'était tout le temps la municipalité contre le propriétaire, puis ces gens-là. Fait qu'à un moment donné, il a juste fallu qu'un gars comme moi arrive puis qu'il fasse comme, OK, là, on peut-tu jaser? On peut-tu comme tracer une ligne? On peut-tu élaborer un horaire de drift avec vous autres? Le nombre de semaines de drift qu'on peut en faire? Puis c'est ça qui s'est passé. Puis ça a coûté cher en avocat au propriétaire là, pour que tout se fasse dans l'ordre. Puis depuis ce temps-là, ben, à la place d'avoir de la drift à toutes les fins de semaine, ben, c'est genre 6-7 fois par année.
C'est sûr que lui, il aimerait ça en faire à tous les jours parce que c'est rentable quand même. Ben, c'est quand même beaucoup, mais c'est quand même 6-7 jours comparativement à. Non, mais c'est pas beaucoup, c'est ça, je veux dire. Ben, c'est ça, exactement. C'est un gros compromis là, que la drift a pris là-dedans. Là. Ben, c'est ça. Fait que à la place, avant, on pouvait aller pratiquer quand on voulait. Là. On arrivait à la piste, on débarrait à la porte, on faisait nos affaires, on repartait. Aujourd'hui, on peut plus. Il faut attendre les journées de drift. Fait que ça fait en sorte que les journées de drift sont plus condensées ensemble. C'est comme ça qu'on est arrivé à un consensus avec la municipalité, tu sais. Mais je te dis, là, ça a été du gros lobby, là, puis ça a été des journées intenses où le maire répondait aux médias, puis tout. Puis c'était fou, là. C'était un soap, là, puis on l'a sauvé. Mais Saint-Eustache, on n'a pas pu faire ça parce que Saint-Eustache, la ville, était rendue un peu trop impliquée. Il y avait peut-être trop de monde dans l'entourage de tout ça. Mais c'est dommage parce que... C'est une autre belle piste qui est fermée, là. C'est une belle piste. C'est le House of Drift, là. Tout a commencé en drift à Saint-Eustache, là. Moi, tout a commencé. Moi, j'étais chez nous. Là. J'étais plus souvent à l'autodrome Saint-Eustache que chez nous quand j'étais à Montréal. Ouais, c'est ça. J'avais un loft dans le garage. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Tu penses-tu que les pistes du Québec ont encore leur utilité? Puis je vais te poser la question parce que souvent, l'argumentaire qu'on entend des gens qui veulent protéger les pistes, c'est un argumentaire qui, je pense, se tient, mais qui est dur à mesurer quand même. Ils disent que, tu sais, plus qu'on ferme de pistes, plus les gens font de la folie sur la route. Parce qu'on a moins de pistes de je verrais ça je verrais plus le contraire. Ouais. Je verrais pas ça comme étant que plus de jeunes ou de gens qui font ça sur la route. Je vois plus ça comme il y a plus de monde qui peuvent le faire sur la piste de course. On tourne ça à l'envers. Je le vire à l'envers. Ouais. D'offrir plus d'opportunités d'accès. Ça peut pas nuire. Ça serait une bonne idée. Ça peut pas nuire. Ouais. Mais tu sais, il y en aura tout le temps dans le chemin. Là. On a des kilomètres et des centaines de kilomètres dans le bois, dans des rangs, dans des villages, dans des villes. Puis là, ils vont dire, ouais, les jeunes font pas attention. Ouais, mais c'est parce que la nuit, vous avez 6 policiers pour 400 km². Ouais. Ça devient plus difficile, c'est ça. Tu comprends? Fait que de voir une place où ben, ils peuvent s'énerver puis qu'ils peuvent se faire voir en plus. Tu comprends? Ou ils peuvent donner. Ben, exactement. Filmer, que c'est encadré un peu dans un environnement plus sécuritaire. Tu sais, la promotion là, de la sécurité routière, elle se fait beaucoup là, dans les pistes de course. Là. Dis-toi qu'à chaque fois qu'il y a un jeune qui part, là, que ce soit Kenny ou que ce soit Jean à l'autodrome ou au Riverside, c'est hey, faites pas les fois en partant. Là. Vous avez tout à perdre. Là. T'as pas eu assez de fun, tu sais, c'est. Prends ça relax. Tu sais, moi, je suis un passionné de choses aussi. Puis on dirait que dans la communauté dans laquelle je baigne, c'est jamais ces gens-là qu'on voit passer aux nouvelles à 200 km/h sur Henri IV, mettons. C'est pas eux autres qu'on voit faire ça, tu sais. Puis c'est jamais, on dirait que cette communauté-là qui fait ce genre d'éléments-là, mais on dirait que c'est rapide de faire l'association. Dès que quelqu'un roule vite, ah ouais, puis ça a tout teinté souci. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, là, à un moment donné, je suis comme un peu en train de me dire, on ferme des pistes, on offre moins d'opportunités. Puis j'aime ta mais c'est vision. Du cas par cas, tu sais. Je pense qu'on en fait beaucoup. Je pense qu'on pourrait toujours en faire plus au niveau de la prévention. Tu sais, ça revient, moi, comme je te dis, mon père... Ben oui, ça monte de longtemps. Là, je faisais ça. Là. Je pense qu'il y a tout le temps place à, justement, des gars comme moi ou des gars comme Tommy Lemaire, champion de drift, ou comme Raphaël Lessard ou n'importe quoi, qui justement se servent du fait qu'eux autres, c'est des pilotes ou qu'on soit des pilotes ou qu'on soit des porte-paroles, justement, du fait de « Hey, vous avez des pistes, là, on fait tout pour les sauver, allez là. » Puis faites pas être loin. Mais tu sais, c'est tellement du cas par cas. Un accident, ça arrive vite. Là, il y a une bulle au cerveau, ça arrive vite. On peut pas empêcher ça nécessairement à 100%, mais je trouve qu'il y a comme une espèce de double discours qui fait pas de sens là, à quelque part là-dedans, avec surtout les pistes de course. Là. Mais il y a toujours des doubles discours dans tout. Ouais, puis c'est là-dessus que je t'amène aussi, parce que je sais que c'est le domaine que tu maîtrises aussi, la course automobile. Puis je me dis, tu sais, ça aurait été le fun de pouvoir voir des améliorations. Mais on réglera jamais cette histoire-là, parce que non, les pistes vont disparaître. Ils vont continuer à disparaître. Ben, ça ira pas, il n'y en aura pas plus. Ça, c'est clair. On va tout faire pour sauver ce qui reste, mais il n'y en aura pas plus. Ça, mais tu sais, au niveau des courses, je pense que le Québec va bien quand même. Ouais. Mettons qu'on parle de l'ACT ou de la Penties, la NASCAR, c'est tout le temps bien plein. Le monde vient de voir ça. C'est fou. Le Grand Prix a vraiment bien été cette année. Malgré la température. Malgré la température, je pense que la F1 n'a jamais été aussi populaire aussi. Ouais, c'est vrai. Grâce à Drive to Survive un peu avec Netflix, ça l'a aidé. Ça a tout changé. Là, ça a tout changé. Les courses vont bien. Puis il n'y a rien qui dit qu'on ne pourra pas peut-être avoir une grosse série américaine aussi de NASCAR qui débarque à un moment donné, peut-être à Montréal.
Fait que ça pourrait être le fun. Les courses vont bien. Les courses vont bien. Ça comme si tu avais entendu parler de quelque chose. Peut-être. Mais tu sais, les courses vont bien. Il y a du monde dans les estrades. Il y a des bons pilotes. On a des maudits bons pilotes. Mais, le NASCAR au Canada, c'est au Québec qui se passe. Là. Il n'y a pas de cachette. Là. Mais là, Raphaël Lessard, justement, tu connais bien Raphaël Lessard. C'est un excellent exemple. Tu es un peu son gérant non officiellement. Ben, un gérant, c'est payé. C'est ça que j'aime dire. Raph, c'est un bon chum à moi. Puis on s'est liés d'amitié. Je te dirais, quand il était aux États-Unis... dans le bout où il a gagné le Talladega, ben écoute, on se parlait toutes les semaines à la radio, fait que c'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié. Puis il a fallu qu'il revienne avec la pandémie, puis ça a été compliqué pour scanner du financement. Fait que depuis ce temps-là, ben on travaille ensemble, puis la façon qu'on a commencé nos affaires pour essayer de trouver le financement, parce que ça coûte excessivement cher, c'est qu'on s'est liés d'amitié avec la compagnie XPN. Ouais. Puis, à la place d'y aller juste à coup de commanditaire, ben nous autres, on a rien inventé. Là. On a regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. On a regardé un peu ce que Kyle Busch faisait avec Rowdy, qui était une boisson énergisante. Fait que on a sorti les produits XPN en canette. Fait que là, on est dans à peu près 500 points de vente, même que c'est Raphaël qui s'occupe de la distribution en tant que tel avec DRB, tu sais. Fait que ça montre aussi l'implication. Hein? Quand ben tu veux ouais, exact. Tu travailles. Mais on servirait de bord comme ça, puis je cherchais avec Dan, qui est rendu quasiment mon meilleur chum dans la vie, puis on servirait de bord, on dit, regarde, il faut un retour sur investissement, tu sais comment ça marche, vous le voyez avec RPM, les commanditaires, il n'y en a pas tant. Non. Puis il faut qu'il y ait un retour, parce que ben beau donner du love money, il faut qu'en quelque part, à un moment donné, ça revienne. C'est pas une déduction d'impôt. Fait que c'est comme ça qu'on s'est arrangé avec Dan que ben on essaie de rentrer le stock partout, puis il y a une bonne part qui va aux courses, puis même que Dan en donne plus que ce qu'on fait pour l'instant. Ben, c'est cette façon-là qu'on s'est mis à travailler ensemble. Mais tu sais, Raphaël, pourquoi je travaille avec Raphaël? Raphaël, c'est une aussi bonne personne que c'est un bon conducteur. J'ai jamais entendu ce gars-là chialer. Il sac pas. C'est pas des jokes. Ah oui. C'est une bonne famille autour, puis c'est un pilote exceptionnel. C'est un diamant. Là. C'est un des meilleurs pilotes que le Québec puis peut-être le Canada ont jamais connu. Wow. Fait que de pouvoir l'avoir avec moi, puis de l'avoir avec nous, puis de pouvoir monter tout ça avec lui, tu me vois, c'est passionnant. Ben oui, c'est trippant. Puis le gars, là. Oui, j'ai du talent, mais lui, il y en a. Ah ouais, il y a plus. Ça n'a pas rapport. Okay. J'ai Wayne Gretzky avec moi dans mon équipe. C'est de même que je le vois. Mais c'est tellement une bonne personne que autant dans la vie que comme pilote, ben, tu as le goût de travailler avec. Fait que c'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié puis qu'on a starté les XPN Drink. Puis on verra ce que ça va nous mener, mais ça va vraiment bien. Il y a des places, là, surtout dans Beauce, c'est sûr qu'il est fort, mais on vend plus que le taureau, là. C'est particulier, même, là. Ils comprennent pas, les autres, ce qui se passe. Fait que si on voit que le produit est bon, on voit que notre réseau dans ce coin-là va bien. Fait que si on se met à travailler ça partout. Mais ça prend. Mais écoute, il y en a plusieurs qui tentent de starter des drinks énergisants. Mais pas juste ça, mais juste de réussir à courser. Oui. Ça prend, écoute, ça prend du monde, là. Tu m'en parles avec la passion dans les yeux, mais clairement, tu as mis de l'énergie là-dedans, puis tout le monde autour aussi a mis de l'énergie. Rouler aux États-Unis, une fin de semaine, là, mettons, en troc, là, c'est 100 000 $. Là. Une fin de semaine? Ouais. Puis c'est quoi, mettons, t'amènes le camion avec la voiture? Ah non, attends, tu t'arrives là, puis tout est là, tu comprends? Okay. Mais ça coûte cher. Une saison, là, un gars comme Camiran cette année ou Andrew Rangel, tu sais, les gars qui sont en avant, là, c'est 700 000 $. Là. OK. Tu sais, t'as une semaine où tu roules dans l'Ouest. Faut que t'amènes l'équipe au complet. Tu payes là, le gaz, tu payes pour tout. Là, tu roules le samedi et le vendredi. Ben, exactement. Oui. Puis là, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, c'est en Nouvelle-Écosse. Ben là, faut que tu y ailles. Là. Tout est là, ça coûte cher. C'est très cher. La logistique est vraiment touchée. Puis tu penses-tu que c'est possible, mettons, pour quelqu'un qui désire, je sais pas, se lancer dans l'aventure puis se dire, moi, je suis un jeune, j'ai envie de me lancer là-dedans. Ouais, c'est du cash. C'est encore pas. Mais tu sais, on l'a dit tantôt, ça prend du cash, clairement. Mais si tu le trouves, l'argent, mais que t'as pas tant de talent, tu peux-tu l'apprendre? Ça s'apprend-tu être un bon coureur automobile? Je pense que ça s'apprend. Il y a tellement de moyens maintenant. C'est sûr qu'il y a du monde que tu dis comme... C'est naturel. Il y en a qui l'ont pas. Hein. Il y en a qui l'ont vraiment, probablement pas, mais il y a tout en place d'amélioration, peut-être pas à rouler en Pinties ou rouler aux États-Unis. Hein. Malgré le fait qu'il y en a qui s'essaient pareil, mais on voit qu'est-ce que ça donne. Ils t'offrent pas. Là. Tu peux beau que tu as de l'argent à un moment donné. Ça coûte cher déjà pas mal aussi, mais à 100 000 $. J'ai des chums, moi, qui me disent, hey, avant, moi, j'étais riche, puis depuis que je fais de la course, j'ai de l'argent.
Tu comprends? Ça change la donne, là. C'est excessivement cher, là. Puis plus que tu montes, ben, plus que ça coûte cher. C'est quand même un sport d'élite. C'est un sport d'élite certain. La preuve, c'est un sport d'élite, mais c'est un sport d'argent. Je te dis, Raphaël, c'est le gars qui devrait le plus rouler partout sans payer tellement qu'il est bon. Puis il faut payer encore aujourd'hui. Tu sais, c'est ça, là. Si c'était juste une question de talent, c'est sûr que Raphaël aurait fait la saison cette année. Puis c'est pas ça qu'on a fait. Là. Non, c'est ça que. Comment ça On a fait les courses au Québec. OK. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Parce que traverser aux États-Unis, c'est. Traverser aux États-Unis, là. Tu sais, un mois, là, écoute, ça coûte cher, là. C'est une saison de 2 millions, là. Ah, c'est ça. Ça prend pas, là. Aux États-Unis, ben, c'est à la télévision là-bas. Il y a je sais pas combien de millions. Mais c'est ça que j'allais te dire aussi. Ça devient, par contre, une place. C'est la place qu'il faut que tu ailles si tu veux évoluer en NASCAR, là. Ouais, mais si t'es pas un Américain, c'est plus compliqué. Ah oui? Ben oui. Parce que t'es pas un Américain, tu sais, ça, son chauvin. Pis... Ouais, non, mais ça aurait pu être juste une question de là, on fait de la course, là, tu sais, de la course, c'est le meilleur qui gagne, puis oui, mais encore là, c'est une question d'argent. On est 8 millions, comparativement aux l'autre bord où ils sont 1000 fois plus que nous autres, pour le même bassin de population. Fait que ça paraît au niveau des commanditaires, il n'y a pas de même reach à RDS pour la course de Raphaël, puis c'est des commanditaires québécois, comparativement au reach que tu peux avoir à Fox. Fait que ça revient encore à la relation de la personnalité publique aussi. Il faut que tu développes un réseau, tu développes. Fait que la course, c'est quelque chose qui est viable encore, selon toi. Oui. C'est ça que j'entends. Oui. Mais qui reste encore avec plusieurs embûches à travers ça. Ça prend beaucoup de love money de la part de gens qui triplent là-dessus, qui ont des compagnies hyper puissantes. Ça prend ça. C'est impossible. Tu peux pas avoir, à moins d'être riche, là, à moins de gagner 400 millions à la loterie aux États-Unis. C'est beaucoup de. Puis là, ça commence à faire beaucoup de sous. Là. Non, mais c'est ça pareil. Là. Ah ouais, c'est ça. Non, clairement. Tu sais, je sais que tu es impliqué beaucoup dans sa carrière actuellement, là, à Raphaël Lessard. Là, je sais que tu t'impliques, on vient d'en parler beaucoup. Là. On sait que c'est un pilote professionnel canadien. On sait que Raph, il se place. Mais j'appelle Raph comme je le connaissais. Je trouve ça tellement drôle. J'ai comme direct dit Raph, c'est très drôle. Tu sais, si tu avais, mettons, à donner un conseil à quelqu'un, puis là, tu sais, à part l'argent, l'apport de l'argent, mettons que tu avais un conseil à donner à quelqu'un pour devenir coureur automobile, ça serait quoi? Time seat. Faut que tu roules. Faut que tu roules. Trouve-toi des façons de rouler dans n'importe quoi, tant que ça coûte pas trop cher. Mais pour te donner un exemple, moi, les années où je roulais le mieux, c'est les années où le karting extrême en avant du Colisée était encore ouvert, puis je pouvais rouler des 2, 3, 4 heures par jour. Là. Même que Francis m'avait monté un kart qui était plus rapide que les autres pour que je puisse faire du tandem. Tu comprends? Pour pratiquer ta drift, justement. Ouais, pratiquer ma drift, mais juste le minding, je te dirais. Juste le fait que un kart, ça va vite. Fait que d'être collé en arrière, je me disais comme, OK, faut pas que la personne me voie en avant. Ouais. Tellement que je suis collé à lui, tu comprends? Fait que j'arrivais dans mes compétitions de drift, puis même si c'était sans une voiture, j'avais le même minding. Fait que de me coller dans ce que moi j'avais à faire, c'était parfait. Puis je pense que Raph, il te dirait la même chose. C'est plus tu roules, plus ça devient facile, plus ça devient une extension de toi, genre, tu comprends? Fait qu'il faut que tu embarques dans le char. Faut que tu embarques dans le char. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle, tu sais. Puis je pense que plus que tu es dans l'élite, plus que ça devient, même si ça va vite, ça devient au ralenti. Tu sais, je te donne un exemple. L'autre jour, Raphaël, il me contait qu'il était dans une course, puis il a pris le lead, puis là, il dit, je m'endors. Il dit pas que je m'endormais, mais il dit, je me suis mis à réfléchir à n'importe quelle patente, là. Il dit, ça devient tellement comme... je vire, puis je vire, puis je vire. Là, dans une boîte de tôle avec pas de fenêtre à genre 200. Tu sais, quand t'es rendu ouais. que tu te soucies même plus parce que t'es tellement habitué puis que ça fait tellement partie de toi, ben je pense que c'est là que tu réussis. Tu sais. Plus c'est facile pour toi dans un calibre extraordinaire, plus que t'es un athlète incroyable. Non, clairement. Puis, tu sais, je vais ouvrir la parenthèse aussi pour ceux qui veulent respecter ce conseil-là que je juge extrêmement pertinent parce que clairement, c'est en conduisant que tu apprends. Ah, clairement, il faut. Il n'y a pas vraiment de solution. Il existe aussi des pistes comme à Montmagny où on peut aller faire des open day, là, où il y a même des clubs aussi, comme le club Delta, là, qui est un club. Ben, la drift, c'est ça aussi. Il y a des fins de semaine. La drift, ce qui est beau, c'est que c'est devenu. Oui, il y a le volet compétition, mais il y a le volet camping, là, il y a le volet fun. Là. Ouais, c'est ça. On appelle ça des bâches. Nous autres, c'est des fins de semaine qui commencent le vendredi soir jusqu'au dimanche. C'est du camping avec de la drift. Là. Puis quand tu veux, t'embarques dans sa track, puis tu bosses à mort avec tes chums, puis tu changes les pneus, tu y retournes, puis
C'est ça qui est beau là-dedans. Puis là. tu peux y aller aussi avec un véhicule qui coûte pas nécessairement 100 000 tu peux t'en prendre un char puis rouler des vieux pneus. Il n'y a pas de problème avec ça. On va te respecter quand même. On va te respecter pas mal. Même juste ben oui. Parce que tu viens puis t'encourages encore l'industrie de la drift. Quand tu vois que ça colle trop, mets plus d'air dans les pneus derrière. C'est juste ça. Va le faire. Plus c'est dur, plus il va glisser. C'est une bonne vieille technique. Puis clair. Puis quand on fait du hors-route, c'est l'inverse. Ça prend des pneus mous pour monter des montagnes. Mais pour quand j'ai commencé en drift, à partir à Saint-Eustache, 2005, là, j'avais un Camaro, même pas de break à bras, là, tu sais. Ouais. Puis, mais j'en ai-tu brûlé des pneus, là, puis ça m'a sauvé, tu sais. C'était les Décosses qui étaient propriétaires à l'époque, puis Alain Labrosse c'est arrivé après, mais j'avais ça, moi, de plus que les autres, c'est que je pouvais aller rouler quand je voulais, puis ça me coûtait rien, là. J'avais 15 minutes où je pouvais brûler des pneus, j'y allais, là. Il y a un été, je dois avoir brûlé 200 pneus, là. Tout ce que je pouvais, je les brûlais, là, tu sais, puis c'était ça, là. Puis je me suis amélioré énormément avec ça. T'en brûles un peu moins à cette heure. Ah, j'en brûle quasiment plus. Non, c'est ça, c'est ça. Ils sont plus durs à avoir aussi, je te dirais. Ils coûtent plus cher. Oui, c'est ça, ça devient plus compliqué un peu, vraiment. Eh bien, écoute, merci infiniment pour le temps que tu as donné aujourd'hui, sérieux. Merci à Danny Sébastien Bernier, a.k.a. Babu, pour ton temps, parce que ça téléphone de t'entendre aussi, puis de parler de course. Je sais que c'est un sujet qui te passionne, puis que tu es très impliqué, mais qu'on n'a pas toujours la chance d'aller en profondeur de même, puis j'aime ton positivisme avec la transition énergétique et compagnie. Je trouve ça intéressant. Puis je te cacherai pas que, tu sais, encore une fois, moi, c'est l'image perçue, tu sais, de Jackass Babu, tu sais. Puis je me disais, il va nous dire que les chars électriques, lui, là, regarde, il haït ça, là, puis il va détester ça. Pas en tout. Il y a une belle ouverture. J'haïs pas grand-chose. Non, mais c'est bien. Écoute, très, très positif, puis j'adore ça. Merci vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. De mon côté, ben, je veux vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux de RPM pour découvrir le prochain épisode. On va avoir des invités encore surprise. On a une tonne de sujets d'angle également à vous présenter. On va parler du domaine automobile, mais la prochaine fois, on va aller dans l'histoire automobile également. Donc, on va se promener dans plein de choses. Il y en a tellement. Et oui, je pense que ça va être extrêmement intéressant. Je vais aussi prendre quelques minutes pour remercier Automobile en direct de présenter cette première saison. Sérieux, encore une fois, sans vous, ça serait pas possible. On a parlé de commanditaires pendant au moins 15 minutes. Là. Donc, merci Automobile en direct d'être là. Ça nous permet de faire ce podcast-là. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'aime ça faire les podcasts, puis c'est quand même grâce aux gens qui l'écoutent que ça existe. Donc, vraiment, je vous aime beaucoup et on se dit à bientôt. Longue vie. Longue vie. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.